Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je vais faire une présentation assez générale et brève et terminer par quelques questions, par quelques défis, hein, ces défis qui sont énormes dans le domaine des gliomes. Je vais me concentrer sur les gliomes diffus de l'adulte. Juste pour donner quelques chiffres, c'est la première cause de décès par cancer avant l'âge de 35 ans. Donc, ces gliomes ont la particularité d'être, comme les leucémies, finalement des néoplasies qui intéressent tous les âges. L'incidence, elle est relativement rare, hein, c'est 8 pour 100 000 environ par année. C'est 1% des cancers, mais c'est 2% de la mortalité par cancer. Je disais, je vais me concentrer sur les gliomes diffus et je vais laisser de côté les gliomes circonscrits, les astrocytomes pilocytiques, les gangliogliomes qui sont plus rares et qui posent quand même moins de problèmes thérapeutiques graves. Les gliomes diffus, donc, comme leur nom l'indique, sont des tumeurs qui ne sont pas bien limitées, qui sont invasives à des degrés divers, mais qui sont toutes invasives et qui, dans l'ensemble, partagent un pronostic sombre. Alors, la classification initiale, ancienne, enfin jusqu'à il n'y a pas si longtemps, en 2007, était purement morphologique. Et donc, on parlait d'astrocytomes sur des données morphologiques, sur un aspect qui était, ressemblait à des astrocytes, et d'oligodendrogliomes, au contraire, sur ces cellules qui sont très arrondies, avec un aspect d'œuf sur le plat ou en nid d'abeille, comme on dit. Et ici, vous avez une IRM d'un gliome, astrocytome ou oligodendrogliome, mais de grade 2. Ces tumeurs touchent l'adulte jeune, hein, donc typiquement, c'est une personne de 35, 40 ans qui va présenter, qui est en pleine activité, qui a une famille, qui va présenter une crise d'épilepsie et on découvre ce gliome. Généralement, il n'y a pas de déficit, hein, généralement, c'est une crise d'épilepsie. Ces tumeurs ont une évolution lente, mais malheureusement une évolution aussi inexorable vers l'anaplasie, hein, vers le grade 3 et le grade 4. Et puis à l'autre opposé, on a le glioblastome qui est le grade 4, qui lui touche les gens en moyenne plus âgés, autour de la soixantaine, et qui va se caractériser par cette tumeur d'aspect nécrotique en IRM, qui prend le contraste de façon intense, et du point de vue histologique, par une hyperangiogénèse, avec cette prolifération endothéliaux-capillaire qui est montrée ici par ces flèches noires, et puis des zones de nécrose, avec une prolifération autour en pseudo-palissade. Et ça, c'est un aspect très caractéristique. Donc ça, c'est une tumeur extrêmement agressive. Et puis, bien, on a des tumeurs intermédiaires. Et comme je vous disais, les tumeurs de grade 2, leur histoire naturelle, c'est malheureusement d'évoluer vers le grade 3 ou 4. On va parler à ce moment-là de glioblastome secondaire par rapport au vrai glioblastome, qui est la tumeur qui apparaît d'emblée sous sa forme la plus maligne. Alors, il y a eu quand même quelques progrès, hein, je dirais pas tellement des progrès, enfin quelques progrès thérapeutiques, mais surtout des avancées dans la compréhension, grâce aux avancées de la biologie moléculaire et dans la nouvelle classification des gliomes. Alors voici l'exemple d'une femme de 68 ans. Son histoire se révèle par une amputation du champ visuel à gauche et puis une alexie, une impossibilité de lire. On fait une IRM et on découvre cette lésion d'aspect nécrotique. On fait une biopsie et l'analyse histologique répond glioblastome, donc grade 4, avec cette zone de nécrose que vous voyez ici et cette prolifération de cellules tumorales tout autour. Le traitement qu'elle va recevoir, c'est la radiothérapie, une radiothérapie associée à une chimiothérapie alkylante, le temozolomide, pendant et après la radiothérapie. Et là, on a un marqueur qui nous sert, un marqueur pronostique ou prédictif de l'efficacité du traitement combiné, hein, radio-chimiothérapie. C'est la
l'extinction du gène de la méthylguanine méthyltransférase, qui est un gène de résistance, de réparation, mais aussi de résistance aux alkylants. Et ce gène le promoteur de ce gène est méthylé, donc inactivé dans à peu près 30% des glioblastomes. Et vous voyez que le pronostic est meilleur quand on a cette méthylation du promoteur. Non seulement le pronostic est meilleur quand vous regardez la courbe de survie, mais également le bénéfice de la chimiothérapie adjuvante est beaucoup plus net que lorsqu'il n'y a pas cette méthylation du promoteur. Donc ça, c'est un premier marqueur qu'on utilise en pratique courante. Autre exemple, un homme de 44 ans, lui, son histoire, c'est une crise d'épilepsie et puis quelques céphalées matinales qui vont révéler cette volumineuse tumeur frontale droite avec un effet de masse. Il va être opéré, puisque c'est une tumeur frontale droite, on peut réaliser une exérèse au moins partielle, et l'analyse histologique va répondre oligodendrogliome, vous reconnaissez ces petites cellules avec l'aspect en nid d'abeille, avec néanmoins une angiogénèse importante. Vous voyez ici cette angiogénèse floride. Et aujourd'hui, ce qu'on fait de façon systématique, c'est une analyse moléculaire, même très simple. On va rechercher la mutation du gène IDH1. Je vais y revenir dans un instant. Et on a un anticorps qui marche très bien, qui révèle la mutation la plus fréquente, qui est la mutation R132H de ce gène IDH1. Vous voyez donc qu'il est IDH1 positif. Et puis, on a une autre altération qui est la codélétion, et qui va ensemble, tout ça va ensemble, la délétion du bras court du chromosome 1, donc le 1P, et du bras long du chromosome 19. Alors ça fait une signature, oligodendrogliome, cet aspect morphologique, cette mutation IDH1 et la codélétion 1P19Q, ça caractérise l'oligodendrogliome, des tumeurs de bien meilleurs pronostics, comme je vais vous le montrer dans un instant, meilleur pronostic et meilleure réponse à la radio et à la chimiothérapie. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se passer de ces marqueurs, de ces marqueurs simples que sont la recherche de la codélétion 1P19Q et de la mutation IDH1. Alors, en dehors de cette mutation IDH1 majoritaire, R132H, il y a des mutations minoritaires, toujours au même codon, de IDH1 et des mutations d'IDH2, IDH1 étant code pour l'isocitrate déshydrogénase cytoplasmique, IDH2 pour l'isoforme mitochondriale. Alors, donc, comment ça fonctionne? Alors, ça a été une révolution dans la neuro-oncologie, la découverte par un séquençage, une analyse de séquençage d'une série relativement limitée, c'était des gliomes malins, l'identification de cette mutation du gène IDH1, dont on a montré quelques années plus tard, en 2012, qu'en fait, elle induisait une activité néomorphique, c'est-à-dire qu'au lieu qu'elle transforme, comme l'isocitrate normal, ici, IDH1 normal, l'isocitrate en alpha-cétoglutarate, en consommant le NADPH, en réduisant le NADP, pardon, en NADPH, eh bien, l'enzyme mutante, indiquée en rouge, elle travaille en quelque sorte en binôme, elle va prendre le produit, l'alpha-cétoglutarate, et le transformer en D2-hydroxyglutarate, en oxydant cette fois le NADPH. Et ce D2-hydroxyglutarate, il va s'accumuler à des quantités importantes, millimolaires, dans la cellule. Donc, il constitue déjà un marqueur, on va le voir dans un instant, un marqueur assez spécifique de ces gliomes. Et il va agir au niveau de très nombreuses cibles intracellulaires. Je vais juste en mentionner deux. C'est le groupe des prolines hydroxylases, et il va rentrer en compétition dans ces réactions, dans cette réaction enzymatique qu'utilise l'alpha-cétoglutarate. Il va rentrer justement en compétition avec l'alpha-cétoglutarate pour inhiber l'enzyme TET,
donc, et induire ainsi une hyperméthylation de l'ADN, et également inhiber les histones déméthylases et induire donc un état d'hyperméthylation des histones. Ce remaniement épigénétique va également induire un véritable remodelage de la chromatine. Et puis, j'en dirai un mot tout à la fin, ce D2-hydroxyglutarate va même diffuser et on commence à s'intéresser à son rôle sur le micro-environnement. Alors, entre autres, dans les cibles qui sont hyperméthylées, on a ce fameux gène MGMT qui va se retrouver dans l'immense majorité des tumeurs IDH mutées, dont le promoteur va se trouver méthylé. Alors, ces tumeurs qui ont la mutation IDH, elles sont caractérisées par un bien meilleur pronostic que celles qui n'ont pas la mutation IDH. Donc, en fait, en 2016, la nouvelle classification elle va être relativement simple. Devant un gliome, la première séparation à faire, et je dirais même en plus du grade, bien sûr, grade 2, 3 et 4, je suis obligé de préciser qu'on démarre au grade 2 pour les bas grades, et on va jusqu'au grade 4, il n'y a pas de grade 1 dans ces gliomes diffus. Eh bien, soit on a la mutation IDH1, plus rarement IDH2, soit on ne l'a pas. Alors, dans le groupe des tumeurs qui n'ont pas la mutation IDH wild type, eh bien, on va avoir des tumeurs plus agressives et c'est essentiellement la grande majorité des glioblastomes. Le glioblastome de novo, par définition, il n'a pas la mutation IDH. On va trouver d'autres altérations, des amplifications géniques, éventuellement des gènes de fusion, et puis la mutation du promoteur de TERT, j'en dirai un mot dans un instant. Et puis à côté de ça, on va avoir les tumeurs qui sont mutées IDH1, et là on va distinguer deux groupes, celles qui ont la codélétion P19Q, dont je viens de donner un exemple, elles ont aussi la mutation du promoteur de TERT, je dirai un mot dans un instant aussi, et ce sont des grades 2 et des grades 3. Virtuellement, en réalité, il n'y a pas de grade 4 dans ce groupe-là. Et ce sont des oligodendrogliomes. Et puis, il y a les tumeurs qui sont IDH mutées, mais qui n'ont pas la codélétion, et qui ont souvent une mutation P53, et souvent la mutation du gène ATRX, qui a à faire avec le maintien, en fait, comme TERT, le maintien des télomères. Et là, on va avoir des grades 2, des grades 3 et aussi des grades 4. Pour vous donner l'importance de cette simple classification, simplement sur la présence d'IDH1 et de la codélétion, eh bien, on va, vous voyez ici, pour les grades 3, dans les grades 3, un patient qui se présente avec un gliome de grade 3, eh bien, s'il est IDH wild type, il va avoir une médiane de survie de l'ordre de 2 ans. Bien sûr, ce sont données des chiffres statistiques. S'il a au contraire la mutation IDH et la codélétion, il a une médiane de survie de l'ordre de 14 ans. Et s'il a IDH sans la codélétion, il a une médiane de survie de 7 ans. Donc, pour nous, c'est des marqueurs disons, pronostiques extrêmement utiles. Alors, juste, voilà, donc ces trois types de gliomes ont été caractérisés. Je les ai mis entre guillemets parce qu'il y a une bonne concordance entre, maintenant, la définition, elle n'est pas seulement morphologique, elle est aussi moléculaire. Donc, l'oligodendrogliome, c'est par définition cette tumeur qui est mutée IDH1, IDH2, et qui a la codélétion P19Q. Il n'y a pas, alors ça on l'avait montré déjà longtemps, et puis c'est bien confirmé, il n'y a pas de codélétion des chromosomes P19Q sans mutation IDH1 ou IDH2. Ces tumeurs-là ont la mutation du promoteur de TERT à 90%. Le deuxième groupe, c'est le groupe des astrocytomes. Je garde les mêmes couleurs là en vert, donc muté IDH1, IDH2, avec mutation fréquente de P53, mutation ATRX et d'autres altérations, voilà, donc sur lesquelles que je ne détaille pas. Et puis le troisième groupe, qui est essentiellement formé de glioblastomes, mais pas seulement, il y a des grades 3 et des grades 2, assez rares, qui ont ce profil-là et dont on sait qu'ils sont globalement de mauvais pronostics, sur lesquels on va trouver des différentes altérations, des amplifications géniques, des lésions, des activations des tyrosines kinases, etc.
Le profil évidemment beaucoup plus hétérogène hein, dans ce groupe IDH wild type qui est défini par, défaut en fait comme les tumeurs qui n'ont pas cette altération. Donc évidemment c'est un groupe beaucoup plus hétérogène. Alors j'en ai dit un mot, hein, c'est dans les gliomes on met en évidence donc deux mécanismes de maintien des télomères hein, qui permettent donc de maintenir l'intégrité des télomères et prévenir l'érosion des télomères et donc la mort cellulaire, eh bien c'est soit une mutation activatrice au niveau du promoteur de TERT, hein, qui va activer directement l'activité télomérase, et c'est ce qu'on va trouver dans les oligodendrogliomes avec la codélétion AP19Q, mais aussi dans la majorité des glioblastomes, donc IDH non mutés. Et puis, un autre mécanisme qui repose sur des mécanismes de recombinaison homologue, de mécanismes alternatifs d'allongement des télomères. D'ailleurs, ces tumeurs, souvent, ont des télomères beaucoup plus longs que celles qui ont la mutation TERT. Et c'est ce qu'on va trouver dans les astrocytomes, c'est-à-dire ces tumeurs qui sont mutées IDH, mais qui n'ont pas la codélétion, et sur lesquelles on va trouver la mutation du gène ATRX inactivée, et impliqués justement dans ce mécanisme de recombinaison homologue des télomères, et qui ont également, pour la majorité d'entre eux, la mutation P53. Et c'est également dans ce groupe qu'on va trouver des gliomes mutés. Alors, ça c'est une pathologie qui est plutôt pédiatrique, et Jacques va en parler certainement, des gliomes qui ont des mutations des histones, H3K27M, et G34R, et qui mettent en œuvre, en tout cas pour les G34R, ce mécanisme alternatif d'allongement des télomères. Donc, on a une classification relativement simple hein, de ces gliomes diffus, hein, de façon très simple, en trois groupes. Alors maintenant, je voudrais revenir un peu sur... c'est bien d'avoir une classification qui s'est affinée, c'est bien d'avoir des marqueurs pronostiques, dont certains même prédictifs, mais le plus important, c'est évidemment de pouvoir traiter de façon adéquate ces tumeurs. Et là-dessus, il faut reconnaître que les progrès ont été quand même très très modestes. La médiane de survie des glioblastomes, elle est toujours autour de 18 mois. Donc des tumeurs extrêmement agressives. Alors, si on voulait faire le récapitulatif de toutes les difficultés, tous les obstacles par rapport à d'autres cancers qui se présentent à nous hein, pour traiter ces tumeurs, ben, on pourrait les résumer de la façon suivante. D'abord, elles sont liées à l'organe, évidemment, ça se développe dans le cerveau, c'est d'accès difficile, on ne peut pas faire d'exérèse carcinologique, on ne peut pas passer, non seulement ce sont des tumeurs infiltrantes, mais on ne peut pas réaliser des exérèses élargies comme on pourrait faire sur une tumeur du foie, par exemple. Et puis, il y a la barrière hémato-encéphalique qui limite l'accès de certaines drogues au cerveau, hein, qui est faite pour protéger le cerveau, mais qui là va être un véritable obstacle. Ces tumeurs, ben, vous vous en doutez, surtout les tumeurs malignes, hein, vont induire un handicap moteur et cognitif, vont induire une perte d'autonomie. Donc, c'est des patients qui représentent également une prise en charge plus compliquée, ne serait-ce que d'un point de vue humain. Et il faut dire que historiquement, c'est vrai, c'est de moins en moins vrai, hein, mais ces patients-là ont longtemps été exclus des phases précoces et des thérapies innovantes. Pourquoi? Eh bien parce que l'industrie pharmaceutique craignait les complications, notamment les hémorragies, et avait peur entre guillemets, de tuer la molécule en incluant des patients atteints de gliomes qui généreraient davantage de complications. Les mentalités sont en train d'évoluer. Un deuxième obstacle qui est intrinsèque à la tumeur, eh bien en tout cas pour les glioblastomes, c'est une tumeur extrêmement hétérogène avec des altérations sous-clonales redondantes, pour certaines d'entre elles instables, et on a une grande difficulté à identifier des mécanismes drivers, c'est-à-dire des oncogènes extrêmement puissants, comme par exemple dans le cas de la leucémie myéloïde chronique, où il suffit de cibler
le gène de fusion BCR-ABL et on a une réponse thérapeutique. Mais malheureusement, ce cas de figure, on le trouve d'abord rarement dans les tumeurs solides, mais en particulier dans les glioblastomes. J'en donnerai peut-être un exemple dans une minorité de cas de gliomes qui ne sont pas des glioblastomes. On peut cibler une altération vraiment driver. Et puis, des obstacles qui sont liés au micro-environnement. Et ça, je crois que c'est un domaine majeur de recherche, d'intérêt. On en a discuté beaucoup avec Jacques. C'est l'immunosuppression locale. Ces tumeurs non seulement induisent une immunosuppression dans leur micro-environnement, mais également induisent un micro-environnement qui devient au contraire pro-tumoral. Et puis enfin, il y a des interactions complexes et spécifiques, une néoangiogénèse qui est extrêmement importante, et également des interactions très directes, même avec les neurones. Avec les neurones, on a mis en évidence, l'équivalent a mis en évidence récemment, que dans les glioblastomes, la capacité d'établir des synapses glutamatergiques avec les neurones. Alors, un mot peut-être pour ces thérapies ciblées. Je vous ai dit donc la chirurgie a ses limites, la radiothérapie a ses limites. On ne peut pas irradier les gliomes au-delà d'une certaine dose. La chimiothérapie est globalement peu efficace. Donc, on se tourne vers ces thérapies ciblées. Alors, les conditions d'une bonne cible, c'est qu'il faut que cette altération soit véritablement un oncogène, un driver, qu'il faut qu'elle soit précoce, clonale, présente dans la totalité des cellules. On ne va pas cibler des altérations qui sont sous-clonales, ça ne servira à rien. Qu'elle soit stable, c'est-à-dire qu'on trouve la même sur la tumeur initiale et à la récidive, et qu'enfin, on ait un médicament pour la cibler. Alors, on en a différentes, on a des mutations activatrices, par exemple la mutation de BRAF V600, la mutation IDH1, des amplifications géniques, l'amplification du récepteur de l'EGF, qui est l'altération la plus fréquente dans les glioblastomes, et qui malheureusement, dans les résultats, excusez-moi mon téléphone, qui malheureusement dans les glioblastomes s'est révélée très décevante, en particulier, je pense, parce que c'est une altération peu stable, instable, et finalement qui n'est pas, présente dans toutes les cellules. Et puis des gènes de fusion, en particulier très intéressant, c'est le gène de fusion FGFR3-TAC3, sur lequel on s'intéresse beaucoup, mais pour l'instant, les résultats de thérapie ciblée sont encore décevants. Alors, juste, je vais vous donner quelques exemples dans des rares sous-types de gliomes, de porteurs de cette mutation activatrice de BRAF V600E. Le traitement anti-BRAF par le vemurafenib permet d'induire des réponses pour nous spectaculaires, parce que ce n'est pas souvent que, vous voyez ici, on a cette tumeur qui prend le contraste au niveau frontal, et puis après 3 cures, on ne voit plus rien. La même chose ici, et même au niveau de la moelle. Ça, c'est ce qui nous fait rêver, malheureusement, ces cas-là se présentent extrêmement rarement. Et puis un mot sur IDH. Cette mutation IDH, elle est présente quand même dans 40% des gliomes. Et il y a des inhibiteurs. Il y a des inhibiteurs d'IDH1 qui, dans certains cas, fonctionnent. Et ils fonctionnent en particulier, vous avez un exemple d'ici d'un jeune homme de 23 ans qui a été traité pendant, en fait, il a été traité pendant 4 ans avec cet inhibiteur, et vous voyez une réponse mineure. La chose qui est intéressante, c'est que, comme je vous disais, ce métabolite, cet oncométabolite, il est présent à des quantités millimolaires, ça va de 3 à 30 millimolaires dans le parenchyme cérébral. Et donc, c'est un métabolite qu'on peut mettre en évidence par des techniques de spectroscopie IRM. Et je crois que c'est la première fois qu'on a un marqueur spécifique de tumeur qu'on peut détecter en spectroscopie IRM. C'est-à-dire qu'on peut faire un diagnostic non invasif de gliome et de gliome IDH muté. Et vous voyez que
il faut lire ce qui est pointé par la flèche ici, c'est le profil, c'est le pic qui correspond au D2-hydroxyglutarate. Et bien, vous voyez que sous traitement, ce pic diminue. On a repris des graphes ici sur une série plus ample, avec un anti-IDH1, avec un anti-IDH2 aussi. Donc, on a une efficacité pharmacologique, pharmacodynamique, mais l'efficacité clinique n'est pas toujours au rendez-vous. Je vous donne un autre exemple. Malheureusement, quand on traite des tumeurs évoluées, au stade de ce qu'on appellerait un glioblastome secondaire, porteur de la mutation IDH, eh bien, non seulement on n'a pas d'efficacité, mais on a observé dans certains cas que l'inhibition d'IDH pouvait au contraire avoir peut-être un effet même délétère. Donc actuellement, on a un essai thérapeutique sur ces inhibiteurs IDH qui ne va cibler que des patients avec un grade 2 jamais traité, c'est-à-dire au stade initial. Et effectivement, la mutation IDH est une altération très précoce, c'est l'altération initiale, c'est le starter de cette oncogénèse de la majorité, en fait, la grande majorité des gliomes de grade 2. Alors, il y a tout un aspect qu'on a laissé de côté, qu'on a négligé pendant longtemps, c'est le micro-environnement tumoral, le micro-environnement cérébral, il est quand même très particulier. Alors, je vais juste vous rappeler ici quelque chose qui est ces deux théories que moi j'en connaissais qu'une, en fait il y en avait deux qui se sont affrontées, c'est déjà des choses assez anciennes, c'est une qui repose sur ce modèle darwinien de la mutation somatique qui va induire une prolifération cellulaire, une expansion clonale, etc. Et puis on a une autre qui est une théorie plus tissulaire, disons, qui considère la tumeur comme, à l'origine, l'oncogénèse comme un désordre tissulaire, une altération de l'architecture tissulaire, et les mutations ne seraient que secondaires à cette altération. Alors sûrement, la théorie somatique, de mutation somatique, a des bases plus solides, mais on pense de plus en plus que la vérité est quand même entre les deux, et que le micro-environnement tumoral joue un rôle, tout au moins dans la progression tumorale. Alors, ces gliomes, ce sont des tumeurs immunologiquement froides, et c'est ce qui est montré sur ce graphique. Donc ça, c'est un papier de 2018 qui, par des analyses de déconvolution, s'est intéressé à caractériser le micro-environnement tumoral. Et vous voyez ici les glioblastomes, ici les gliomes de bas grade. Ils ont un profil C4 et C5. Et C4, ça correspond à un profil déplété en lymphocytes, et C5, ce qu'ils appellent immunologiquement silencieux, immunologically quiet. Alors que toutes les autres tumeurs, vous voyez que toutes les autres tumeurs ont un profil différent, beaucoup plus actif, beaucoup plus inflammatoire. C3, c'est inflammatoire par rapport à ces tumeurs. Et donc, on peut comprendre que lorsqu'on a fait des immunothérapies, en particulier par des inhibiteurs des checkpoints, des anti-PDL1, et PD1, et puis plus récemment PDL1, eh bien, ça a été spectaculaire dans le cadre du mélanome et d'autres tumeurs. Le mélanome qui avait aussi l'avantage d'avoir une charge mutationnelle en néoantigène plus importante, mais pas seulement. Ça tient aussi à la qualité du micro-environnement. Et vous voyez ici, je vous ai mis un exemple d'essai thérapeutique de glioblastome traité à la récidive, nivolumab contre le bevacizumab, qui est un anti-VEGF et qui n'a pas non plus d'efficacité sur la survie. Vous voyez qu'il n'y a aucune réponse globalement de ces glioblastomes à cette inhibition des immune checkpoints. Donc, un acteur clé, probablement, c'est le micro-environnement tumoral.
alors ce micro-environnement tumoral, il y a des macrophages, de la macroglie. Les macrophages, qui sont un certain nombre, sont recrutés des monocytes, et ça c'est surtout le cas des glioblastomes, mais ils vont avoir une polarité de type plutôt pro-tumoral, M2, plutôt que antitumoral. Un deuxième aspect, c'est pour les gliomes de bas grade, et bien ce que c'est, comme je vous disais, le D2-hydroxyglutarate va diffuser dans le micro-environnement et va par lui-même induire une dépression de la réponse T cytotoxique. Donc ça, c'est bien démontré maintenant que le D2-hydroxyglutarate peut entrer, en tout cas dans les lymphocytes, et induire une dépression de ces lymphocytes T. Sur les astrocytes, il y a quelques travaux, pas encore grand-chose, mais comme je vous disais également, et ça ne figure pas sur ce schéma, il y a aussi des interactions entre glioblastomes et neurones, hein, vraiment des interactions tout à fait intimes, puisque ces glioblastomes sont capables d'établir des synapses avec les neurones dont on ne connaît pas encore bien la signification. Alors voilà, je voulais conclure, hein, donc c'est un peu un survol, hein, je laisse beaucoup de questions importantes de côté, mais disons que les défis actuels, alors il y a un défi qui est classique, qui n'est probablement pas l'obstacle majeur, c'est la barrière hémato-encéphalique, hein. On a actuellement dans un certain nombre, on a eu un certain nombre d'essais, hein, d'ouverture de la barrière par un dispositif d'ultrason, donc ça, ce qui est développé ici à la Salpêtrière par Alexandre Carpentier. C'est certainement quelque chose qui est intéressant à associer à d'autres thérapeutiques. Pour une minorité de gliomes, on a des thérapies ciblées qui fonctionnent, mais pour la grande majorité, la masse, hein, les gliomes agressifs, et en particulier les glioblastomes, on n'est pas en mesure d'identifier, au-delà de mutations singulières, vraiment des masters régulateurs sur lesquels on pourrait agir et avoir une efficacité. Et puis, il y a tout un pan qui maintenant devient je crois que beaucoup d'équipes s'y intéressent, hein, c'est l'interaction entre la cellule gliale et le micro-environnement, de mieux comprendre l'écosystème tumoral, son architecture et les déterminants de la réponse immune. Alors, il y a plusieurs aspects, hein. Je fais allusion à la charge mutationnelle. C'est sûr qu'une tumeur qui est hypermutée, par exemple, comme le mélanome, le cancer du poumon, va exposer davantage de néoépitopes et va être un meilleur candidat pour l'immunothérapie par des inhibiteurs des immunes checkpoint. On a néanmoins quelques exemples, et ça c'est la preuve de concept, de gliomes qui ont une déficience constitutionnelle du mismatch repair et donc qui vont être hypermutés. Et on sait que ces patients qui ont un CMMRD ou un syndrome de Lynch, eh bien, vont répondre relativement à ces immunes checkpoint. Un autre aspect qui est probablement aussi important, probablement plus important, c'est la qualité de l'infiltrant inflammatoire. Certains gliomes ont un infiltrant inflammatoire riche en lymphocytes, hein, on va les appeler des gliomes qui sont chauds, c'est particulier des gliomes avec activation de la voie des MAP kinases, souvent des gliomes donc d'ailleurs moins agressifs, les gliomes de la neurofibromatose de type 1 également. Et puis, je crois que c'est important d'aller décortiquer ce dialogue entre la cellule tumorale et le micro-environnement. Je vous ai cité l'exemple de la mutation IDH, mais on a également des interactions dans les gliomes en général, les glioblastomes. Et ceci impose, bien sûr, des analyses poussées en single cell du micro-environnement, mais également une analyse spatiale. Une analyse spatiale, je pense qu'on est tous convaincus maintenant qu'il y a une architecture particulière de ces gliomes et que c'est important de coupler l'analyse en single cell à l'analyse spatiale. Et puis enfin, je crois que c'est important que tout le monde travaille ensemble. Je voulais dire
disons que lorsque j'ai commencé en neuro-oncologie, il y avait très peu de publications dans le domaine, on arrivait à peu près à tout suivre. Les choses se sont complexifiées de façon exponentielle. Maintenant, je l'avoue, j'arrive plus du tout à suivre tout ce qui est publié dans le domaine, hein, même dans le domaine des gliomes. Et je crois que c'est important d'avoir cette interaction entre les cliniciens, les biologistes, les bioinformaticiens, également les spécialistes d'intelligence artificielle pour aborder des thèmes tels que celui que je viens vous citer, comme celui de l'analyse spatiale, par exemple, des tumeurs. Voilà.